Nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau le docteur Thierry Lefebvre, qui est cardiologue interventionnel à l'hôpital Jacques-Cartier à Massy. Et donc, vous avez ce matin été modérateur d'une session intéressante sur le TAVI, dans laquelle il était question des principales complications en phase aiguë déjà. Et en particulier, il y a eu des communications, au moins une communication sur les causes de décès initial. Qu'est-ce qu'on peut en retenir aujourd'hui ? Alors, il y avait effectivement ce matin une très belle présentation de Hélène Etchaninov. Et la question était, est-ce la procédure ou est-ce le patient ? Alors c'est vrai que finalement c'est les deux, hein, les complications sont liées aux deux, mais depuis 13 ans, par la première valve aortique percutanée, c'était il y a 13 ans, les choses ont évolué énormément et la mortalité aujourd'hui est extrêmement basse, puisque sur les dernières études avec les dernières générations de valves, on a à 30 jours une mortalité de l'ordre de 1 à 2% à 30 jours. Autre complication dont on a beaucoup parlé, peut-être plus au début, il y a 13 ans, c'était l'insuffisance aortique paravalvulaire. La pratique du scanner a probablement changé un peu la donne. Où on en est aujourd'hui ? Oui, effectivement, ça c'est une question très importante. Si on se réfère aux premières études, on avait à peu près 30 à 40% de patients avec une fuite aortique grade 2 ou plus, en prenant des grades de 0 à 4 à la française. Aujourd'hui, les grades 2 ou plus sont moins de 10%. Et les grades 3 ou 4, c'est l'exception. Donc, alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de polémiques sur cette question des fuites grade 2. Et on sait maintenant que même un grade 2 a un impact pronostique important. Sauf chez les patients qui ont déjà une fuite aortique en pré-procédure, puisque finalement l'impact sur la fonction ventriculaire gauche est modeste. Mais ceux qui n'ont pas de fuite pré-procédure ont un impact sur la mortalité significatif. Et est-ce qu'on sait aujourd'hui si ces insuffisances aortiques, l'amélioration de ce problème relève plus de l'amélioration du matériel ou du savoir-faire des implanteurs ? Alors, oui, très bonne question, c'est les deux. On sait mieux mesurer la taille de la valve grâce au scanner, effectivement. C'est vraiment l'outil maintenant qui est l'outil de référence pour la mesure de la taille de l'anneau, ce qui permet de choisir la valve de taille idéale. Et puis l'opérateur, parce que le positionnement de la valve est très important. C'est-à-dire, si elle est trop basse, il y a un risque de fuite. Si elle est trop haute, il y a un risque de fuite. Et donc il faut la positionner de façon optimale. Et c'est vrai avec les deux valves, que ce soit la valve Edwards ou la Corvalve, c'est peut-être même un peu plus sensible avec la Corvalve, le positionnement. Avec l'évolution, donc, on a résolu ou compris et amélioré un certain nombre de problèmes. Est-ce qu'avec l'évolution, il y en a d'autres qui sont apparus et qui persistent encore ? Je pense notamment à l'objet de deux autres communications dans cette session, qui étaient les troubles du rythme et la déglobalisation. Alors, pour ce qui est des troubles les troubles du rythme, on a beaucoup de fibrillation auriculaire, mais c'est le cas des patients post-opératoires de remplacement valvulaire aortique aussi. Donc ce n'est pas un risque supérieur par rapport à la chirurgie, mais ça reste préoccupant parce que, en gros, il y a 25 à 30% des patients qui sont en fibrillation auriculaire à l'état de base, et il y a à peu près 25 à 30% qui font des épisodes de fibrillation auriculaire après la procédure. Alors ça soulève des tas de questions, et notamment la question du traitement anticoagulant chez ces patients qui sont âgés, etc. Et un certain nombre d'études vont démarrer en Europe et en France sur l'intérêt de traitements anticoagulants avec les nouveaux anticoagulants en post-AVI. L'autre problème, c'est les troubles de conduction qui sont quand même beaucoup plus fréquents qu'avec la chirurgie. Et en gros, on a un risque de l'ordre de 10 à 15% avec la valve Edwards, de l'ordre de 15 à 20% avec la valve Corvalve. Et donc ça reste un facteur limitant et à bien étudier parce que ça rallonge les durées de séjour des patients. Et c'est vrai qu'un taux de pacemaker à 15 ou 20%, c'est quand même un gros facteur limitant. Et on a eu beaucoup de discussions, on a sûrement encore, sur l'indication de ce remplacement valvulaire percutané chez les gens âgés, très âgés, et ce qui rejoint un petit peu le problème du risque intermédiaire. Ces deux risques-là, comment on traite le problème aujourd'hui ? Alors ça c'est une question très importante. Il y avait une autre session ce matin où j'avais une lecture sur les patients. Faut-il
proposer un TAVI aux patients de plus de 75 ans, tout venant. Et à ma grande surprise, les chirurgiens étaient plutôt favorables à cette approche. On a maintenant une accumulation de données sur les patients à risque intermédiaire qui sont très prometteuses parce que le risque de mortalité est très inférieur au risque prédit par le score Euroscore ou STS. Donc finalement, on est dans une période où on évolue vers des patients à plus bas risque que les contre-indiqués de la chirurgie ou les hauts risques de la chirurgie, en sachant qu'aujourd'hui, les indications retenues par la HAS restent très limitatives, puisque c'est des patients récusés par la chirurgie ou à haut risque pour la chirurgie, ou une décision du HARTIM à cause de comorbidités X ou Y. Donc pour l'instant, on reste relativement limité dans les indications. Mais il est sûr que les indications vont s'élargir dans les années qui viennent. Peut-être pour être un peu plus clair pour les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, est-ce que 75 ans sans comorbidité majeure, on reste dans le risque intermédiaire ou le haut risque? On est plutôt plutôt en dessous du risque intermédiaire. Donc la question de l'âge finalement, c'est peut-être pas la question primordiale. Non, parce qu'il y a des patients de 80 ans qui sont en excellent état général, qui pourraient être des bons candidats à la chirurgie, et puis des patients de 75 ans qui ont plein de comorbidités et qui sont des mauvaises indications de chirurgie, et donc il faut faire en TAVI. Donc il faut voir le patient d'une approche plus globale. Et comme vous êtes très difficile à saisir, docteur Lefebvre, quelles sont les prochaines étapes pour lesquelles on attend des résultats et on va déjà prendre acte pour en discuter? L'ACC 2016, donc au mois de mars, dans 2 mois, qui va montrer les résultats d'une étude randomisée avec la Sapien 3, donc la dernière génération de la valve Edwards, où là, il est possible que l'évolution des indications de TAVI progresse rapidement, ou s'accélère en tout cas. C'est la prochaine étape importante, donc on se voit à l'ACC. Avec plaisir. Merci, au revoir.